Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Les premiers travaux portant sur l'autisme ont été publiés dans les années 1940. Près de 80 ans plus tard, la neuroatypie, ce câblage neuronal différent, commence à peine à trouver sa place dans notre société. On parle désormais de troubles du spectre autistique, TSA, auxquels se rattache une galaxie de concepts, de caractéristiques et de recherches scientifiques. Et si les personnes autistes étaient bien plus que cela ? C'est ce que nous allons explorer dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Cette émission est donc réalisée à l'occasion du festival InScience de l'INSERM qui aura lieu en juin prochain partout en France. Et pour parler de l'autisme dans toute sa diversité, nous recevons Julie Dachèze, docteure en psychologie sociale, conférencière, autrice de plusieurs livres et BD sur le sujet, mais surtout ancienne bénévole du Labo des Savoirs. Bonjour Julie. Bonjour Sophie. Pour cette émission, nous avons également pris nos micros pour aller voir du côté de la recherche scientifique. Et nous avons passé les portes du laboratoire TENS qui étudie le lien entre microbiote et troubles du spectre autistique, un laboratoire rattaché à l'INSERM et Nantes Université. Enfin, avec Lila, nous passerons en revue les représentations plus ou moins réussies des personnes neuroatypiques dans les films et les séries. Place à l'interview. Vous avez des comportements répétitifs, des routines que vous détestez changer. Vous aimez ranger et classer vos affaires. Vous avez une ou des passions incongrues, mais dévorantes, dont vous pourriez parler pendant des heures. Vous avez des tics et des manies plus ou moins visibles, comme jouer avec vos doigts ou vos mains, ou vous balancer d'avant en arrière. Vous avez des difficultés à comprendre les gens autour de vous ou à vous faire comprendre. Vous êtes très premier degré et vous ne saisissez pas les sous-entendus. Votre vie sociale vous demande beaucoup d'efforts. Vous êtes très sensible, pas forcément émotionnellement, mais au toucher, à l'ouïe, au goût. Il y a des textures que vous adorez, d'autres que vous ne supportez pas. Et s'il y a trop de bruit, de lumière, de monde autour de vous, vous pouvez être saturé et même avoir des crises d'angoisse. Ces particularités peuvent caractériser un trouble du spectre autistique ou TSA. L'autisme n'est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que le cerveau se développe différemment des autres et fonctionne différemment. On parle alors de neuroatypie. Les causes de l'autisme sont incertaines, mais ils seraient liés à des facteurs génétiques et environnementaux. Les TSA ont des formes très variées. Beaucoup d'autres troubles peuvent y être associés. Ils peuvent être source de handicap, mais de nombreuses personnes autistes sont tout à fait autonomes. Entre 30 et 40% d'entre elles présenteraient une déficience intellectuelle plus ou moins importante. Mais le niveau intellectuel des autistes est extrêmement variable. On estime qu'1% de la population mondiale est concernée par un trouble du spectre de l'autisme. La plupart sont des garçons, mais les filles seraient sous-diagnostiquées. C'était l'audio d'une vidéo réalisée par le journal Le Monde et partagée sur leur compte Instagram le 6 avril dernier. Alors, dans cette première partie, on va voir ensemble de quoi on parle, Julie Dachèze. Dans le premier chapitre de votre livre, Dans ta bulle, publié en 2018 aux éditions Marabout, vous rappelez, non sans ironie, que l'on commence souvent un livre, alors dans ce cas une émission de radio, en donnant la définition clinique de l'autisme. On utilise principalement pour cela la dernière version du DSM, donc le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, j'ai essayé de le dire bien, qui représente la Bible des troubles mentaux, régulièrement actualisée à destination des professionnels de la psychiatrie. Alors ainsi, la séparation entre autisme et syndrome d'Asperger dans le DSM-4 a été actualisée et a laissé place au TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, ou du spectre autistique, dans la dernière version publiée en 2015 en France. Donc si on reprend, Julie Dachèze, qu'est-ce qu'on entend par TSA ? C'est une question complexe. Donc aujourd'hui, si on se fie à la psychiatrie et à la conception clinique de l'autisme, ce qu'on entend par TSA, c'est des déficits dans la communication et l'interaction, donc des difficultés à saisir le double sens, l'implicite, l'ironie, le second degré. Pour certaines personnes autistes, des difficultés aussi à communiquer par l'oral. Certaines même sont non oralisantes, donc ne communiquent pas par la parole, mais elles peuvent communiquer de bien d'autres manières, avec la langue des signes ou des pictogrammes, par exemple. Donc ça inclut aussi des difficultés à établir et maintenir des relations avec les pairs. Et puis, dans les TSA, on retrouve aussi des intérêts spécifiques, donc des passions, dans lesquelles les personnes autistes finissent par devenir expertes, parce qu'elles y consacrent beaucoup de temps et d'énergie, et certains comportements répétitifs,
comme ce qu'on a entendu dans le reel du Monde, le fait de se balancer par exemple ou de jouer avec ses doigts, etc. Et aussi des particularités sensorielles, et ça c'est nouveau, avant ça ne figurait pas dans les classifications. Donc une hypersensorialité dans toutes les sphères sensorielles potentiellement, donc au niveau des 5 sens, mais pas que, parce qu'on n'a pas que 5 sens. Donc ça peut concerner aussi la perception de la température, notre sens de l'équilibre, la perception de la douleur, d'autres modalités sensorielles. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que déjà il existe une très grande diversité entre les personnes autistes. Donc il y a un socle de caractéristiques communes qui permettent de poser ce diagnostic de TSA, mais ces caractéristiques, elles s'expriment très différemment en fonction des personnes autistes. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que cette vision de l'autisme, elle est centrée sur les déficits. Or, les personnes autistes, elles ne sont pas une somme de déficits, et c'est une vision qui est très réductrice et qui commence à être challengée par certaines recherches scientifiques. Est-ce que c'est pour ça qu'il est important de parler vraiment de spectre, pour inclure toute cette diversité et le fait que certaines caractéristiques sont plus ou moins exprimées chez des personnes ou chez d'autres ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que la notion de spectre, elle est intéressante, parce qu'elle traduit vraiment bien cette idée d'une multitude de nuances et donc d'une très forte différence interindividuelle au sein du spectre de l'autisme. Alors on va passer en revue l'ensemble des caractéristiques cliniques, on l'a dit, qui sont malheureusement centrées sur le côté déficit, et on va essayer de parler aussi de toutes les qualités et tous les points forts des personnes autistes. La première dont on entend souvent parler, c'est la fameuse difficulté de communication, parle peu, pas différemment, ou alors pas forcément à l'aise avec ce qu'on appelle le small talk. Comment ça se traduit ? Est-ce que c'est quelque chose de généralisé, ça fait partie effectivement des points qui sont valables pour toutes les personnes TSA ? Oui, mais différemment, pas au même degré, et ça ne s'exprime pas de la même manière. Donc par exemple, certaines personnes autistes comme moi vont être assez à l'aise à l'oral, mais pour autant, moi je suis assez à l'aise à l'oral, mais ceci dit, je passe 90% de mon temps seule chez moi dans le silence, et j'en ai absolument besoin pour pouvoir socialiser les 10% du temps restant. D'autres personnes autistes vont être non oralisantes ou vont avoir des crises de mutisme, etc. Moi, quand je suis très fatiguée, ça peut m'arriver aussi. Donc voilà, donc ça s'exprime différemment. Mais ceci dit, c'est assez réducteur de considérer que les difficultés de communication, elles sont intrinsèques aux personnes autistes et uniquement intrinsèques aux personnes autistes. Parce que jusqu'à présent, majoritairement, les recherches ont surtout étudié les incapacités ou les soi-disant incapacités des personnes autistes à communiquer et à décoder les états mentaux des non-autistes. Donc leurs intentions, leurs émotions, leurs idées, etc. Et plus récemment, certains chercheurs se sont dit, tiens, et si on inversait un peu les choses et qu'on s'intéressait à la capacité ou l'incapacité des non-autistes à décoder les états mentaux des autistes. Et ça, c'est intéressant parce que, évidemment, si on étudie uniquement l'incapacité des autistes à décoder les états mentaux, c'est ce qu'on va trouver. Donc là, en inversant les choses, on s'est rendu compte que c'est très compliqué aussi pour les non-autistes de lire, par exemple, les expressions faciales des personnes autistes, qui sont bien en peine de le faire. Et que, au moment de former leurs premières impressions sur la base d'une photo ou d'une vidéo, sans savoir que la personne est autiste, mais juste sur la base de sa prosodie, de la façon dont elle bouge, sa posture corporelle, etc., il y a une perception qui est très négative à l'égard de la personne autiste. Et très souvent, les personnes non autistes sont réticentes à l'idée d'interagir. Donc on se rend compte que la difficulté de communication, en fait, elle ne serait pas juste intrinsèque à la personne autiste, elle existerait vraiment dans le lien et dans ce décalage entre autistes et non-autistes, parce que ce sont un petit peu deux mondes différents qui se rencontrent. Et ça, c'est ce que le chercheur autiste, d'où l'intérêt d'avoir des chercheurs autistes, Milton a appelé le Double Empathy Problem, c'est le problème de la double empathie. Et donc son idée, c'est de dire que en fait, les difficultés relationnelles et les difficultés de communication, elles sont le fruit d'un problème dans la réciprocité, dans l'échange, plutôt que d'être intrinsèque à la personne autiste. Ça semble peut-être évident, parce qu'on se dit, bah oui, évidemment, quand on communique, on est deux. C'est comme un match de tennis, il faut se renvoyer la balle. Mais en fait, il aura fallu attendre beaucoup de temps pour que ce discours-là ait commencé à émerger. Oui, puisque jusque-là, c'était, on va dire, la faute de la personne autiste qui ne faisait pas d'efforts, qui ne verbalisait pas assez, qui ne s'exprimait pas bien, enfin, la faute était rejetée sur elle. Tout à fait. Et sur son incapacité à communiquer, mais en fait, son incapacité à communiquer comme les personnes non autistes. Et donc ça, c'est assez différent. Vous avez parlé d'états mentaux. Est-ce que ça se rapproche de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit ? Parce qu'une des hypothèses serait que les personnes autistes manquent de théorie de l'esprit.
Alors ça aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Effectivement, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, et c'est une des pistes cognitives avancées pour expliquer certaines des difficultés des personnes autistes, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est notre capacité à déduire, à partir des expressions faciales, de la posture ou autre, ce qui se passe chez notre interlocuteur ou chez une personne qu'on observe. Par exemple, dans une gare, si on voit quelqu'un qui souffle, qui est tout rouge et qui a du mal à traîner sa valise et qui arrive au pied d'un escalier, on va peut-être se précipiter pour lui proposer notre aide parce qu'on aura déduit de sa posture corporelle, de son visage, etc., que cette personne a des difficultés pour porter sa valise. Donc ça, c'est la théorie de l'esprit. Et il y a certaines tâches de théorie de l'esprit qui visent à mesurer notre capacité à avoir ou non de la théorie de l'esprit, à faire preuve de théorie de l'esprit. Et donc très tôt, on s'est intéressé à la théorie de l'esprit des personnes autistes avec certaines de ces tâches, certains de ces tests. Et comme les personnes autistes avaient tendance à échouer à ces tests, on en a déduit que les personnes autistes manquaient de théorie de l'esprit. Mais en fait, là, c'est pareil, les recherches évoluent et les chercheurs se posent les questions différemment et on se rend compte qu'un des prédicteurs à la réussite de ces tests, c'est pas tant le diagnostic d'autisme en réalité, mais un prédicteur qui est très très stable, c'est la maîtrise du vocabulaire et du langage parlé. Donc en fait, ces tests, peut-être que ce qu'ils évaluent avant tout, c'est la maîtrise du langage parlé et non pas une prétendue théorie de l'esprit. Donc on manque en vérité de preuves empiriques vraiment fiables pour dire que les personnes autistes, elles manquent de théorie de l'esprit. On a parlé tout à l'heure de l'hypersensibilité à des choses très concrètes, la température, la lumière, le bruit, les textures, le toucher. J'imagine là encore que ça dépend totalement des personnes concernées, que c'est variable aussi en fonction de l'état de fatigue de la journée. Est-ce que tout est ressenti comme une agression ? Tout n'est pas forcément ressenti comme une agression, mais en tout cas, en fonction, et là ça dépend aussi des personnes, en fonction des particularités au niveau des modalités sensorielles, c'est vrai qu'on peut très vite être en surcharge, être saturé de stimuli. Et surtout dans une ville ou dans un open space ou dans certains environnements qui peuvent être très très stimulants. Et là, ça entraîne beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, et ça nécessite derrière des plages de repos assez importantes pour récupérer. Une des choses dont on parle souvent sur l'adaptation des personnes autistes dans des milieux qui ne sont pas faits pour elles, c'est justement de réduire un maximum toutes ces agressions. On a souvent cette image de la personne avec un casque anti-bruit ou avec des lumières faibles, isolées du monde. Est-ce que c'est des techniques qui fonctionnent ? Est-ce que ça permet d'être plus confort ? Et est-ce que c'est mis en place, ça peut être mis en place dans le monde du travail, par exemple, ou c'est encore vraiment très... Alors les aménagements, ils sont très importants et c'est une obligation légale, notamment dans un contexte d'emploi. Quand on a au sein de son effectif des personnes en situation de handicap, on est censé aménager l'environnement. Bon, dans les faits, ça reste assez compliqué, mais oui, bien sûr que ça permet d'améliorer la qualité de vie de la personne et donc sa capacité aussi à travailler. Par exemple, ça peut être une isolation phonique des lieux, ça peut être privilégier des lumières douces, naturelles, indirectes plutôt que des néons, mais on peut aussi penser à des aménagements organisationnels du type permettre à la personne d'arriver 1 heure plus tard ou 1 heure plus tôt pour lui éviter les horaires de pointe dans les transports en commun. En fait, il y a plein de types d'aménagements qui peuvent fonctionner et c'est pas une liste exhaustive ou une recette miracle qui fonctionne pour toutes les personnes, mais encore une fois, comme toutes les personnes sont très différentes, et bien à chaque fois on part des besoins de chaque individu pour construire des aménagements qui lui conviennent. C'est d'ailleurs quelque chose que vous abordez dans votre BD, La différence invisible. On y reviendra, mais le personnage est confronté à cet environnement d'open space et après avoir eu son diagnostic, va solliciter des aménagements et se voit opposer une incompréhension la plus totale. Il y a aussi dans cette BD, ce qui est très très bien rendu, c'est la ritualisation du personnage de Marguerite, qui a toujours aux mêmes horaires une façon de dérouler sa journée et aux mêmes endroits et fait les mêmes activités. Est-ce que c'est d'ailleurs une des choses les plus connues quand on pense à l'autisme, on s'imagine aussi ces personnes très ritualisées. Est-ce que c'est pour permettre de gérer les imprévus ? C'est là encore un moyen de contrôler un monde extérieur qui peut être angoissant ? Disons que ça remplit un office, effectivement, c'est rassurant d'avoir des rituels, ça permet quand même d'avoir un certain niveau de contrôle sur son quotidien à chaque fois qu'on le peut, parce que c'est pas forcément possible dans tous les environnements, mais chez soi notamment, ça, comme les intérêts spécifiques finalement, comme les comportements répétitifs, sont des choses qui sont nécessaires aux personnes autistes et qui leur sont positives au niveau émotionnel, au niveau de la régulation des émotions, pour limiter le stress, etc.
Donc un vrai moyen de... Enfin, du coup, les imprévus dans ces cas-là, j'imagine, sont à chaque fois une difficulté à gérer, un trouble dans une mécanique rassurante. En fait, ce qui ressort dans les caractéristiques de l'autisme telles qu'elles ont été établies, c'est entre autres un besoin d'immuabilité. Donc effectivement, les personnes autistes, elles peuvent être très déstabilisées par les imprévus, les changements de dernière minute, à tel point qu'une personne autiste qui a l'habitude de prendre tel bus pour se rendre à l'université tous les jours, si ce jour-là, ce bus pour une raison X ou Y est indisponible et qu'il y a un itinéraire alternatif qui est proposé, ça va peut-être la déstabiliser à tel point qu'elle va faire demi-tour et rentrer chez elle. Donc c'est vrai que les choses ont besoin d'être anticipées, d'être organisées pour faire baisser le niveau d'anxiété. Et je pense que c'est lié aussi en partie à notre grande fatigabilité. Moi, je sais que j'ai besoin sur ma semaine d'avoir une visibilité sur ce que je vais faire, sur les moments de socialisation, les moments où je vais être en dehors de chez moi, etc. Parce que je sais que tout ça me coûte et qu'il faut derrière que j'ai des temps de récupération. Et donc, je dois gérer en permanence un réservoir d'énergie. Et ça, c'est très coûteux, ne serait-ce qu'en termes de charge mentale. Donc, le moindre imprévu, ça va venir rajouter de la fatigabilité. Et donc, ça va venir bouleverser un petit peu mon emploi du temps, la façon dont j'ai prévu ma semaine, etc. Je pense que ça joue aussi. J'ai une proche personne qui est autiste autour de moi et elle a une métaphore, c'est de parler du nombre de petites cuillères. Pour cette fameuse fatigabilité, par exemple, un coup de téléphone, c'est 8 petites cuillères, elle n'en a que 10 dans la journée. Si elle doit passer un coup de téléphone, on sait qu'après, elle est KO. Est-ce que c'est ce côté-là, ce réservoir d'énergie limité ? C'est exactement ça. Ça, c'est une théorie qu'on doit à Christine Miserandino, qui est vraiment très intéressante et qui permet de faire comprendre aux personnes non autistes, mais pas que, parce qu'en fait, c'est une théorie qui vaut pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc, ça permet de faire comprendre aux personnes valides qu'effectivement, pour certaines personnes, et notamment les personnes en situation de handicap, le réservoir d'énergie, il n'est pas illimité, il est très limité, et que certains gestes ou certaines activités qui peuvent sembler anodines aux non-autistes, pour les personnes autistes, eh bien, ça va leur prendre beaucoup d'énergie. Et ça va nécessiter derrière des plages de récupération. Et après, moi, j'aime bien aussi expliquer que ce réservoir d'énergie, il peut aussi être rempli. Et donc, je trouve que c'est intéressant que la personne, elle identifie à la fois ce qui vient vider son réservoir d'énergie, donc par exemple, dans le cas de cette personne dont tu es proche, un coup de fil, mais qu'elle puisse identifier aussi ce qui va venir remplir le réservoir d'énergie. Est-ce que c'est passer du temps avec mes animaux ? Est-ce que c'est passer du temps dans la nature ? Est-ce que c'est passer du temps chez moi devant Netflix ? Est-ce que c'est cuisiner ? Et ça, c'est bien parce que ça permet de devenir experte aussi de sa fatigue, de sa vie, de sa situation, et ensuite de mieux gérer son réservoir d'énergie. Ce qui fait une superbe transition vers une des dernières caractéristiques phares, les intérêts restreints, les sujets où on devient expert, et souvent qui apportent une grande joie à la personne concernée, qui peut apprendre plein de choses sur ce sujet qui la passionne. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés dans la fiction, ça peut être les trains, ça peut être les baleines, ça peut être les animaux, ça peut être les mathématiques, quand on est aussi souvent un petit peu dans le cliché des autistes génies des mathématiques. Ces intérêts restreints, ils naissent quand ? Est-ce que c'est dès l'enfance ? Est-ce que ça évolue toute une vie ? Ou est-ce que c'est un intérêt qui reste toujours le même jusqu'à l'âge adulte ? Alors ça dépend un petit peu des personnes. En tout cas, en général, oui, ce sont des signes qui sont présents assez tôt. Certaines personnes vont avoir le même intérêt spécifique tout au long de leur vie. Pour d'autres, ça va évoluer. Pour certaines, il y en aura un qui sera là de la naissance quasiment, bon, j'exagère, mais en tout cas de l'enfance à la mort, et puis d'autres qui vont varier. Enfin, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Parfois, quand j'en parle en conférence ou autre, on me dit « mais ok, mais en fait, en quoi c'est différent des passions des non-autistes ?» Et c'est une bonne question. Ce qui est différent, c'est à la fois l'intensité avec laquelle la personne autiste s'y adonne. Et ce qui est différent, c'est aussi l'atypicité. Alors, pas toujours, mais souvent, la nature de l'intérêt spécifique est assez particulière. Et par exemple, une personne autiste va se prendre de passion pour une certaine sorte de lézard présente uniquement en Afrique du Sud, là où des non-autistes vont se prendre de passion pour le football ou autre. Donc voilà, la nature est assez particulière. J'imagine que ça peut être aussi un avantage dans le monde du travail, d'avoir un sujet que l'on connaît absolument par cœur et qui nous passionne de façon dévorante. Est-ce que ça c'est utilisé par les recruteurs pour trouver des personnes qui ont cet intérêt-là, ou c'est plutôt encore quelque chose de séparé du monde professionnel ?
Je ne sais pas si les recruteurs sont suffisamment sensibilisés pour aller chercher spécifiquement des personnes autistes pour leurs intérêts spécifiques. En tout cas, les personnes autistes, elles, peuvent avoir ce réflexe ou cet élan de s'investir dans un emploi en lien, bien sûr, avec leur ou leurs intérêts spécifiques. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de mobiliser toutes ses compétences au service de son travail et de travailler avec une notion de plaisir. Mais c'est aussi dangereux parce que ça peut conduire à des burn-out. Étant donné que quand la personne autiste se consacre à son intérêt spécifique, elle ne va pas forcément penser à s'arrêter, voire même parfois elle ne va pas penser à boire, ni même à s'alimenter, tellement elle est passionnée par ce qu'elle est en train de faire, d'apprendre. Si on est encadré par une personne qui ne va pas prendre soin de poser des limites, de nous dire attention, voilà, là ça rentre chez toi, tu as suffisamment travaillé pour aujourd'hui, etc. Et même parfois à l'inverse, par un employeur qui va un petit peu exploiter cette tendance à surtravailler, ce qui est quand même plutôt fréquent dans le monde dans lequel on vit, eh bien là c'est l'autoroute de la catastrophe pour la personne autiste. Donc il faut quand même faire attention à ça. D'ailleurs, j'ai mentionné intérêt restreint, tu as corrigé en disant intérêt spécifique. Est-ce qu'il y a une évolution du terme ? Est-ce que c'est moi qui me suis trompée ? Non, tu t'es pas du tout trompée, c'est effectivement le terme qui est en général utilisé. Moi, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il y a une connotation négative dans intérêt restreint et voilà, qui m'embête un peu, encore une fois, dans cette volonté d'essayer de dépathologiser l'autisme et de considérer l'autisme différemment. Je crois qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Donc c'est pour ça que je privilégie plutôt intérêt spécifique qui est plus neutre. Et c'est noté. Ces différentes caractéristiques, elles s'expriment donc de façon variable, on l'a dit, en fonction des personnes, mais aussi en fonction du genre, puisque ça a été principalement décrit chez les petits garçons. Et spoiler alerte, il n'y a pas que des garçons avec de l'autisme, qui sont des personnes autistes. L'autisme au féminin, c'est un des sujets sur lesquels tu travailles. Julie Dachaise, c'est quoi la différence ? Alors effectivement, comme tu l'as dit, les critères diagnostiques ont été établis à partir de l'étude de cas masculins sur la base de populations masculines et les outils diagnostiques tels qu'ils existent aujourd'hui, ils ont été validés aussi sur des populations majoritairement masculines, mais comme c'est souvent le cas en clinique. Donc on voit bien qu'il y a un biais de genre dans les critères diagnostiques de l'autisme. Et en plus de ça, on se rend compte que l'autisme s'exprimerait différemment chez les filles, chez les femmes, de façon plus subtile. Donc, elles auraient notamment de meilleures compétences de communication, une plus grande motivation à nouer des amitiés, des intérêts spécifiques qui sont plus socialement acceptables. Donc là où un petit garçon, par exemple, va se prendre de passion pour la mécanique des grille-pains et démonter, remonter le grille-pain chez lui, une petite fille va se prendre de passion pour les chats et donc ça va moins susciter l'étonnement de l'entourage. Elles vont plutôt internaliser leurs difficultés. Donc là où un petit garçon va faire des crises de colère et exploser, une petite fille va plutôt développer de l'anxiété ou de la dépression. Donc là aussi, ça passe un peu plus inaperçu. Et puis, elles sont plus douées pour se camoufler. Alors ça, toutes les personnes autistes ont tendance à camoufler, quel que soit le genre, c'est-à-dire à cacher leurs traits autistiques, notamment en public. Mais les filles sont encore plus douées pour le faire et donc elles apprennent à regarder dans les yeux, à avoir certains gestes qu'elles calquent sur les non-autistes, à avoir une façon de parler particulière. À force d'observer, un peu comme des anthropologues, elles vont déceler la façon dont les non-autistes se comportent et essayer de faire pareil. Et donc forcément, tout ça ensemble, ça donne une forme d'autisme qui est un petit peu plus subtile et un peu plus difficile à détecter. Est-ce que c'est pour ça que les femmes sont souvent sous-diagnostiquées ? Oui, tout à fait. C'est effectivement une des raisons pour lesquelles elles sont sous-diagnostiquées. Et pas que. Elles sont aussi diagnostiquées plus tardivement et elles sont aussi les victimes d'erreurs de diagnostic. Donc par exemple, on va poser un diagnostic de trouble de personnalité borderline, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. La personne, elle est autiste. Ou parfois, il y a un phénomène qu'on appelle le masquage diagnostique. Donc on va poser un diagnostic qui est bon. Par exemple, un diagnostic de trouble du comportement alimentaire. Et c'est vrai que cette jeune femme, elle a un problème de boulimie. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce diagnostic est bon, mais en fait, il y a aussi de l'autisme. Et on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on parle de masquage diagnostique, parce que ça va venir masquer le diagnostic d'autisme. Il y a aussi des témoignages de mères qui font poser, qui finalement, au bout d'un parcours long, arrivent à poser un diagnostic sur leurs enfants ou un de leurs enfants, et qui ensuite se posent des questions en disant « Tiens, mais en fait, ça me concerne peut-être aussi ». Ah oui, alors ça, c'est fréquent dans les témoignages, effectivement. Et il y a de toute façon beaucoup de diagnostics à l'âge adulte, et chez les femmes, ça arrive aussi parfois après le diagnostic d'un de leurs enfants, parce qu'elles ne s'étaient jamais posé la question avant, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées fausses au sujet de l'autisme, et puis parce que les professionnels de santé connaissent mal l'autisme, et encore plus mal l'autisme au féminin, donc même si ces femmes, peut-être, elles ont été voir des psychologues, des psychiatres, etc., personne n'a pensé à ça.
Et donc à l'âge adulte, d'un seul coup, elles se reconnaissent chez leur enfant et elles entament souvent un processus diagnostique pour elles-mêmes. On parle de genre, il y a aussi une prévalence de la transidentité chez les personnes autistes. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui sont sorties sur le sujet ou est-ce que c'est encore un sujet un peu neuf ? Ah oui, non, on commence à avoir de la littérature scientifique à ce sujet. Il y a effectivement beaucoup plus de personnes trans parmi la population autiste que parmi la population non autiste. Alors, les raisons ne sont pas encore claires pour l'instant. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées. Il y en a une que je trouve intéressante. On dit que c'est peut-être parce que les personnes autistes, elles sont un peu moins sensibles aux normes sociales que les autres personnes. Et donc, elles vont avoir plus facilement tendance à explorer, exprimer certaines parts de leur identité. Donc ça, je trouve c'est assez intéressant. Mais au-delà de la question des causes, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'évidemment, quand on est une personne autiste et trans, être à l'intersection de ces identités opprimées, ça crée tout un tas de difficultés pour les personnes. Et notamment pour avoir accès aux soins transaffirmatifs, c'est très compliqué parce qu'on ne les prend pas au sérieux du fait de leur autisme. Donc ça crée beaucoup de barrières et de souffrances. C'est un sujet qu'on connaît encore peu, mais est-ce qu'il y a moyen de se former ou de se renseigner sur ce sujet ? Moi, je propose une plateforme de formation qui s'appelle julieacademy.com, académie avec un Y à la fin. Et je propose 3 formations, dont une sur l'autisme et la transidentité, qui sont toutes basées sur de la littérature scientifique, puisque c'est vraiment mon dada, moi, la vulgarisation scientifique. Et donc, ça permet effectivement de se former sur ces sujets-là, pour lesquels on a encore très peu de données et beaucoup, en fait, de désinformation, du fait notamment de la transphobie. Alors, il est commun de trouver des particularités alimentaires chez les personnes neuroatypiques. Cela peut être des préférences de texture, de couleur d'aliments, voire des troubles alimentaires plus ou moins sévères. Plusieurs recherches scientifiques se penchent désormais sur le lien qui existe entre TSA et microbiote intestinal. On part en reportage au laboratoire TENS. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Nous sommes dans le laboratoire TENS, T-E-N-S, pour l'acronyme anglais The Enteric Nervous System in Guts and Brain Disorder, une unité de mix de recherche INSERM et Nantes Université. Situé au 4e étage de la faculté de médecine de Nantes, il regroupe des chercheurs et chercheuses travaillant sur la relation entre les neurones de notre ventre et ceux de notre cerveau, notamment quand ça fonctionne mal ou différemment. On écoute Michel Neunlist, directeur de recherche à l'INSERM et responsable de cette unité. Alors, l'historique du laboratoire, c'est un laboratoire qui a été créé en 2008 avec comme thématique historique et structurante de l'ensemble des projets de l'unité une recherche autour du système nervo-entérique, notre deuxième cerveau, et son rôle dans les maladies digestives, telles que les maladies inflammatoires ou les cancers. Mais au cours du temps, on a évolué notre recherche pour s'intéresser au rôle de ce système nervo-entérique dans d'autres maladies, en particulier dans les maladies du cerveau, qu'elles soient neurodéveloppementales ou neurodégénératives. Mais comment peut-il y avoir un lien entre ces troubles de développement du cerveau et notre système nerveux entérique, soit les neurones de notre ventre ? Forcément, le système nervo-entérique, c'est ce qui fait finalement de l'intestin le deuxième organe neurologique après le cerveau. C'est-à-dire que dans notre intestin, on a environ 200 millions de neurones, autant que dans la moelle épinière. Et ces neurones, effectivement, d'un point de vue développemental, sont issus des neurones ou des structures qui vont permettre au cerveau de se développer. Et ce système nerveux se détache très tôt. Le système nerveux de notre ventre et de notre tête viennent donc du même endroit pendant notre vie d'embryon et possèdent donc un fonctionnement similaire. Alors quand certaines fonctions dans le cerveau sont modifiées, comme dans l'autisme, il devient intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau du ventre. C'est notamment le travail d'Hélène Boudin, chercheuse au TENS. Mais alors, quels sont les grands types de facteurs identifiés dans la survenue de l'autisme ? C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés. Et nous, dans le laboratoire, on s'est concentré sur les facteurs génétiques et environnementaux. Alors, les facteurs génétiques commencent à être bien connus. Il y a un grand nombre de gènes qui ont été séquencés, qui ont été identifiés. Et il y a une partie de nos projets qui s'attache justement à étudier l'impact de ces gènes identifiés, donc bien souvent par des mutations, l'impact de ces mutations sur la fonction de l'organe et du système nervo-entérique. Et il y a également l'aspect plus environnemental, et nous on s'attache à mieux comprendre l'impact du microbiote intestinal qui est sculpté par notre environnement et qui, en retour, va influer sur la fonction des organes et du système nervo-entérique, du cerveau et de l'intestin.
Morgane Ledréan, jeune docteur en neurobiologie, s'est penchée sur le côté génétique de l'autisme et le lien entre ces mutations et le fonctionnement du système nerveux entérique. Moi, mes travaux sont plutôt portés sur une mutation et le rôle d'une protéine qui a été retrouvée impliquée dans l'autisme, notamment avec des mutations sur cette protéine, qui a été donc provoqué des différences de maturation et de développement du système nerveux central, du cerveau. Et est-ce qu'elle pourrait avoir un impact aussi sur le développement et le fonctionnement des neurones entériques, du système nerveux entérique. Donc cette protéine, c'était la sémaphorine 5A. Voilà, et on a montré que cette molécule qui a un impact dans le cerveau a aussi un impact sur le fonctionnement des neurones entériques et notamment une mutation identifiée dans l'autisme pourrait peut-être contribuer à ces troubles gastro-intestinaux. Car ce que l'on connaît moins, c'est la présence de troubles digestifs fréquents chez les personnes autistes. Ballonnement, diarrhée, constipation, mal de ventre à répétition, un inconfort souvent peu pris en compte dans la prise en charge des patients. Heureusement, c'est sur le point de changer. Il y a aussi toute une mouvance scientifique dans l'autisme qui regarde un peu le rôle de toutes ces molécules, de ces gènes qui ont été identifiés comme pouvant avoir un impact dans le développement du cerveau et donc dans l'autisme s'il y a des mutations, des altérations de ces protéines. Et est-ce que ces protéines pourraient aussi impacter d'autres systèmes et les fonctions digestives? Et ça, il y a un grand vide de la recherche et c'est en pleine expansion de regarder toutes ces molécules sous le prisme des fonctions digestives et comment elles peuvent impacter d'autres systèmes et notamment le système nerveux entérique. L'autre grande nouveauté des thèmes de recherche, notamment dans l'autisme, est de s'intéresser au fameux microbiote. C'est le travail de Justine Marchix, chercheuse contractuelle au laboratoire TENS. Alors moi je travaille sur le rôle du microbiote intestinal dans l'autisme et sur ce qu'on appelle aussi l'axe microbiote intestin-cerveau. Et du coup moi je regarde en fait comment le microbiote d'individus avec autisme ou sans autisme et en plus avec la présence de troubles gastro-intestinaux ou pas peut jouer sur l'axe intestin-cerveau au niveau préclinique. On travaille sur le microbiote intestinal et on devrait plutôt dire même le microbiote fécal. Donc on récupère les selles d'individus, qu'ils soient autistes ou non autistes. Et à partir de ces selles, on va donc qui sont chargées de bactéries et de micro-organismes vivants dans l'intestin. Et à partir de ces selles, on va transférer ce microbiote à des souris et voir si le transfert de ce microbiote intestinal a des conséquences sur le comportement et les fonctions digestives de nos souris. Les études sont encore en cours, mais plusieurs résultats ont déjà été publiés. Et l'étude que je suis en train de réaliser, on montre quand même que les troubles digestifs des donneurs se transfèrent aux souris via le microbiote, ce qui n'est pas inconnu. Dans plusieurs pathologies digestives, on retrouve quand même ce transfert de symptômes gastro-intestinaux. Il y a quand même plusieurs études qui ont déjà montré que la présence de troubles gastro-intestinaux était corrélée avec une sévérité de l'autisme. Après, savoir dans quel sens ça va, c'est comme avec le microbiote et l'œuf et la poule. Mais du coup, on essaye de voir si justement cette présence de troubles gastro-intestinaux est corrélée avec la sévérité de l'autisme et si, par exemple, améliorer ou soigner les troubles gastro-intestinaux peut déjà diminuer les scores ou les sévérités d'autisme. Ce serait déjà une belle avancée. Ces résultats sont l'aboutissement de plus de 10 ans de recherche et cela ne fait que commencer. Merci à l'équipe du laboratoire TENS d'avoir accepté d'ouvrir ses portes au Labo des Savoirs. Retour à l'interview après une petite pause musicale. Sleeping, dreaming, chasing the leaves in the breeze, running, flying, after the birds in the trees. Not one single care in the world, in your bed curled. C'était le titre You're Not Alone de Jazz for Dog et nous sommes de retour en plateau avec Julie Dachès, docteure en psychologie sociale, conférencière et spécialiste de l'autisme. Après avoir passé en revue dans la première partie les grandes caractéristiques des personnalités avec TSA, nous passons à l'état des lieux. Parlons premièrement du parcours diagnostique. Ce n'est pas un secret, c'est un chemin long, tortueux, très variable, selon les individus et les professionnels que l'on croise sur sa route. Et si l'on reprend un petit peu les grandes étapes, la première, c'est quoi ? C'est d'aller voir un professionnel de santé et de dire je pense que je suis autiste, ou d'attendre que quelqu'un fait le diagnostic, c'est dans quel sens ?
Ça dépend aussi de l'âge. En fait, on préconise un diagnostic précoce et dès l'âge de 2-3 ans, il y a certains signes qui doivent nous mettre sur la piste d'un processus diagnostique. Bon, les choses évoluent, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées tardivement, et notamment ma génération. Moi, j'ai bientôt 40 ans, et les générations d'avant sont un petit peu des générations sacrifiées, parce qu'on connaissait très mal l'autisme, et voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se découvrent autistes sur le tard. Et donc là, eh bien, il y a différentes possibilités. Soit c'est effectivement un professionnel de santé, ou parfois un proche ou autre qui va mettre la personne sur la piste en disant « Mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'autisme ? Parce que moi, j'ai lu tel ouvrage ou autre, et voilà, ce que vous exprimez, ça m'y fait penser. » Ou c'est la personne elle-même qui va tomber sur une vidéo ou autre et qui va se dire « Mais c'est pas possible, ça me parle, c'est peut-être bien ça. » Et donc, qui va entamer un processus diagnostique. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le chemin est complexe. Dans les centres de ressources autisme, par exemple, il y en a dans toutes les régions qui sont normalement réservés aux cas complexes, mais après, une femme, par exemple, à l'âge adulte, est-ce qu'elle n'est pas un cas complexe Voilà. Et bien là, on a en général 2 ans d'attente pour un diagnostic, donc c'est très long. En libéral, ça peut aller plus vite, mais encore aussi, faut-il avoir les moyens et trouver le bon professionnel de santé qui va être spécialisé, etc. Enfin, c'est vrai que ça reste compliqué aujourd'hui d'accéder à une démarche diagnostique. Tu as parlé des centres de ressources autisme, donc c'est les CRA, les CRA, ça dépend comment on le dit. C'est pas des centres de soins, mais bien de mise en place de dispositifs qui sont médico-sociaux en accord avec ce que les régions peuvent offrir, puisqu'il y en a dans toutes les régions depuis 2005. Une fois qu'on a eu on va dire cette validation du CRA, qui donc on peut attendre plusieurs années, puisqu'il y a une liste d'attente à n'en plus finir. L'accueil du diagnostic peut être très différent. Cela peut aller du soulagement, c'est bon, je sais ce que j'ai, je sais comment je fonctionne, à une espèce de condamnation, une peur. Est-ce qu'il existe des accompagnements après ces diagnostics, ou est-ce que les personnes sont un peu lâchées dans la nature avec cette réponse-là Pour l'instant, les personnes, en général, elles sont lâchées dans la nature. Et ça, c'est un vrai problème, parce que comme tu l'as dit, pour certains, c'est une délivrance, c'est un soulagement, mais pour d'autres, c'est un choc identitaire, ça génère de l'anxiété, et on peut se dire, mais en fait, quoi, ça veut dire que je ne ferai jamais rien de ma vie Donc, il faut pouvoir accompagner les personnes post-diagnostiques. Il y a une initiative que je trouve intéressante qui existe à Strasbourg. On propose une dizaine de séances de psychoéducation à des personnes autistes qui viennent d'être diagnostiquées. Et la psychoéducation, c'est génial, je trouve. Ça permet, comme son nom l'indique, d'éduquer la personne à l'autisme et à la façon surtout dont l'autisme se présente chez elle, d'une façon empouvoirante. Donc on n'est pas dans une vision déficitaire, on va vraiment aussi mettre l'accent sur les forces et puis les moyens de compenser les difficultés qu'on peut avoir pour que la personne elle devienne experte de sa situation et qu'elle reparte en étant armée. Et ça, je trouve que c'est une super initiative et j'espère que ça va se généraliser dans les années à venir. Alors savoir qu'on est autiste est une chose, vivre avec au quotidien, donc c'en est une autre, particulièrement dans le monde du travail. On a déjà un peu abordé ces sujets dans la première partie. C'est une réalité d'ailleurs que vous décrivez bien dans votre BD, La différence invisible. Est-ce qu'on a des chiffres sur la réalité des personnes autistes dans le monde du travail, ou est-ce qu'il n'y a aucune étude sur le sujet ? On n'a pas de données officielles sur le taux d'emploi des personnes autistes en France. Et ça... Alors, ce que je dis toujours, c'est que de mon point de vue, ça en dit déjà long sur le manque d'intérêt des pouvoirs publics pour cette question, ou le manque de moyens mis à disposition pour étudier cette question. Donc si on va sur Internet, on trouve des chiffres produits par des associations, ou je crois qu'il y a un chiffre aussi qu'on doit à Pôle emploi ou Cap emploi, mais en fait, ça ressemble fort à des estimations au doigt mouillé. Donc je ne sais pas trop quel crédit accorder à ces chiffres. Dans d'autres pays, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, il y a des recherches qui ont été menées. Et là, le taux d'emploi oscille entre 25 et 35%. C'est peu, mais c'est certainement déjà beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est très compliqué pour les personnes autistes d'avoir accès à un emploi en France, et que donc la plupart des personnes autistes sont quand même condamnées à une vie de précarité. Une vie de précarité, et souvent une vie, j'imagine, dépendante des proches et de la famille autour, qui peut plus ou moins aider. Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les aidants. Effectivement, parfois la famille vient aider la personne, et surtout lorsqu'elle n'arrive pas à accéder à un emploi, etc. Et si elle peut l'aider financièrement, mais c'est pas toujours le cas.
Et c'est là qu'on voit aussi que les différences entre les personnes peuvent se creuser du fait aussi du milieu social dont on est issu. J'imagine aussi que dans le parcours pour trouver un emploi, une des premières étapes qui semble terrifiante pour tout le monde, mais encore plus pour une personne autiste, c'est l'étape du recrutement, la discussion face à face où il faut se vendre. En fait, ça ressemble à une véritable barrière à l'emploi, cette étape-là. Oui, moi j'ai coutume de dire que l'entretien de recrutement, de par sa forme, il est discriminatoire envers les personnes autistes. Parce que pour réussir un entretien de recrutement, il faut vraiment bien saisir tous les codes sociaux, savoir jouer ce jeu-là, c'est comme une pièce de théâtre en quelque sorte, bien comprendre les attendus qui se cachent derrière chaque question. Il y a beaucoup d'implicites et c'est loin d'être évident. Par exemple, quand on demande à une personne pourquoi vous postulez chez nous, on espère que la personne nous vende un peu du rêve en disant voilà, j'adhère aux valeurs de votre entreprise, j'ai réalisé telle et telle expérience par le passé que je pourrais mettre à profit de telle et telle manière. Une personne autiste, elle peut répondre à cette question, c'est à 5 minutes de chez moi. C'est évidemment pas ce qui est attendu. Donc ça place les personnes autistes bien souvent en échec, d'où la nécessité soit d'aménager déjà d'entrée de jeu l'entretien de recrutement, parce que quand on parle des aménagements, on parle des aménagements dès la prise de poste, mais en fait ça doit commencer dès le processus de recrutement. Donc peut-être poser les questions différemment, il y a des recherches aussi qui portent là-dessus, soit carrément repenser complètement le processus de recrutement, faire abstraction de cet entretien de recrutement et évaluer les compétences, par exemple. J'imagine aussi qu'il faut lutter contre toutes les idées reçues que peuvent avoir les personnes qui ne sont pas forcément familiarisées avec les troubles du spectre autistique. Quand on n'y connaît rien, ce qu'on peut choper, on va dire, sur le sujet est très variable et souvent très faux. On va faire un petit point idées reçues et fausses croyances d'ailleurs. Une des plus répandues, c'est que les autistes ont tous une déficience intellectuelle. Non, c'est faux. Comme ça a été dit au début, effectivement, dans les petits extraits sonores qu'on doit au monde, il y a environ 30% des personnes autistes qui auraient une déficience intellectuelle associée. On a longtemps cru que c'était l'immense majorité des personnes autistes, et encore aujourd'hui, parfois, c'est une idée qui continue à faire son chemin, mais non, ça, c'est faux. Une autre grande idée reçue qui commence à avoir le vent en poupe, hélas, c'est on est tous autistes, on est tous HPI, tout ça c'est un effet de mode de toute façon. Et ça, il y a de plus en plus de personnes qui le pensent ou qui le disent sur les réseaux sociaux notamment. Oui, oh là là, et même certains chercheurs qui considèrent que le diagnostic d'autisme c'est devenu un diagnostic désirable et un peu glamour. C'est quand même dramatique de penser ça, et encore plus de le dire. Parce que qui peut imaginer que ce soit vrai ? C'est une identité qui est extrêmement stigmatisée dans notre société. Être autiste, ça ne nous ouvre aucune porte pour un emploi ou autre. C'est pas non plus ça qui va plier le game sur Tinder quand on dit qu'on est autiste. Enfin, je veux dire, à l'inverse, ça entraîne tout un tas de barrières. L'éducation à l'emploi, ça occasionne beaucoup de discrimination, beaucoup de difficultés, comme les identités trans d'ailleurs. C'est la même chose quand on entend dire que les jeunes trans se disent trans parce que c'est un effet de mode et qu'ils ont été influencés par les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. Comme il y a de plus en plus de renseignements qui existent sur ce sujet, il y a aussi peut-être de plus en plus de personnes qui peuvent découvrir que peut-être ça correspond à elles, ce qu'elles vivent. Donc au lieu d'un effet de mode, juste peut-être une ouverture à la connaissance et à ce diagnostic-là. Peut-être qu'en fait, il y a énormément de personnes sous-diagnostiquées qui ne se rendent pas du tout compte qu'elles rentraient dans cette case-là et qui maintenant s'y retrouvent. Oui, disons que du fait de l'élargissement des critères diagnostiques et d'une meilleure connaissance et reconnaissance de l'autisme, oui, on a de plus en plus de personnes diagnostiquées. Mais en tout cas, non, il n'y a pas d'effet de mode et personne n'a envie d'être diagnostiqué autiste parce que ça fait bien et que c'est glamour, quoi. Et enfin, la dernière idée reçue, fausse croyance, mais j'espère que là, chers auditeurs et auditrices, vous avez compris à la quasi-fin de cette émission que c'est faux. Une personne autiste serait malade et on pourrait guérir l'autisme. Oui, non, non, en fait, déjà parce que c'est pas une maladie. Donc comme c'est pas une maladie... on ne peut pas la guérir et ce serait de toute façon pas souhaitable. C'est une façon différente de fonctionner, le cerveau est câblé différemment et donc il y a des forces et des faiblesses associées, tout simplement. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit une personne autiste et pas une personne avec autisme ? Et encore, ça dépend. Enfin, toute l'émission, je me suis demandé si j'employais les bons termes.
Alors ça, la question de la dénomination, c'est sujet à controverse et à débat. Déjà des termes comme une personne souffre d'autisme, une personne atteinte d'autisme, c'est vraiment à proscrire parce que les mots construisent notre réalité et notre rapport au monde et la façon dont on parle des personnes autistes, bien sûr, ça va influencer la façon dont on les considère au sein de notre société. Et au-delà de ça, ce que tu dis sur personne autiste ou personne avec autisme, ça renvoie à ce débat entre ce qu'on appelle l'identity first language, donc personne autiste, et le people first language, donc personne avec autisme. Et le people first language, le but, c'était de dire, on place d'abord la personne. C'est pour ça qu'on dit personne avec autisme. La personne est avant tout une personne. Donc l'objectif, c'était d'humaniser la personne. Un peu étrange de le dire comme ça, mais c'était ça. Sauf qu'en fait, à l'usage, surtout les personnes concernées, on dit, mais ça sous-entend que l'autisme, c'est quand même quelque chose de peu enviable, s'il faut insister sur cette idée que la personne est avant tout une personne et que ça serait comme une entité dont on pourrait se séparer, personne avec autisme. Mais non, l'autisme, ça fait partie de l'identité de la personne. D'où l'identity first language, personne autiste, parce que l'autisme, ça fait partie de notre identité. Et l'identity first language, ça encourage les personnes autistes à revaloriser cette identité, la voir de façon positive. Et il y a des recherches qui existent là-dessus, qui démontre qu'en contexte anglophone et aussi en contexte français, et on doit cette recherche à mon collègue et ami à Raven Bureau, eh bien les personnes autistes, elles privilégient l'identity first language. Donc si on veut aller dans le sens des personnes autistes, on va plutôt utiliser le mot personne autiste. Et donc se dire autiste, c'est positif, enfin en tout cas quand on est à l'aise avec cette idée, ce n'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte, mais je pense que là, il y a tout un travail à faire de retournement du stigmate, quoi. Un peu comme ce qu'on retrouve dans le Black is Beautiful ou la Gay Pride, cette idée d'essayer de travailler et d'imposer une vision plus positive de l'autisme que celle qui existe actuellement. Un des moyens de changer la vision des choses, c'est notamment par la fiction, les séries et les films. Et ils sont nombreux à représenter des personnes neuroatypiques. Lila, tu as fait un petit tour de ce qui existe et des représentations plus ou moins réussies. Si je devais faire une chronique complète sur les représentations de l'autisme dans le cinéma, il me faudrait une émission de 2 heures. Mais je vais faire de mon mieux pour condenser les infos intéressantes pour vous, chers auditeuristes. Alors tout d'abord, le site du gouvernement Mon Parcours Handicap définit le spectre de l'autisme ainsi. Le trouble du spectre de l'autisme, aussi appelé TSA, est un trouble neurodéveloppemental qui touche principalement la communication socio-émotionnelle. L'autisme représente un ensemble de symptômes, et ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Cette dernière phrase est particulièrement importante. La représentation de l'autisme dans le cinéma repose sur une image populaire des personnes autistes, souvent basée sur des préjugés inexacts, donnant des représentations complètement erronées. À ce titre, la représentation de l'autisme par le grand public est à la base de ces représentations fictives, dans les films et les séries télévisées. Ces représentations visent souvent à susciter la pitié du public, le point de vue de la personne autiste n'étant que rarement montré, laissant le public sans connaissance de l'autisme et de son diagnostic. Alors, est-ce que tu as des exemples de films ou de séries à nous donner, Lila ? Tout à fait. Tout d'abord, le film Rain Man, sorti en 1988, est l'un des premiers films à véritablement influencer la vision de l'autisme par le grand public. Souvent cité à tort pour avoir mis en scène un personnage souffrant du syndrome d'Asperger, autisme sans déficience intellectuelle, popularisant ainsi l'erreur de compréhension de cette forme particulière d'autisme auprès du grand public, alors que dans le film, le personnage de Raymond Babbitt souffre du syndrome du savant, qui est une autre forme d'autisme sur le spectre. Ce préjugé de l'autisme Asperger, qui transformerait les neuroatypiques en sorte de Sherlock Holmes, est encore bien actif. La série française télévisée de 4 saisons, Astrid et Raphaël, diffusée depuis le 12 avril 2019 sur France 2, présente le personnage d'Astrid, une documentaliste qui travaille pour la police judiciaire, atteinte d'Asperger, qui aurait des capacités comme retenir par cœur tous les dossiers sur lesquels elle travaille, ou s'improviser détective comme ça d'un tour de bras. Inutile de dire que ce genre de choses n'arrive jamais dans la vraie vie. Une autre très mauvaise représentation de l'autisme, la série The Good Doctor. Je m'excuse d'avance aux fans qui écoutent ça, mais ce n'est pas un hasard si cette série est complètement haïe par son public neuroatypique. Évidemment, un docteur atteint d'autisme peut pratiquer sans problème, c'est pas ça le débat. En revanche, partir du principe qu'un docteur autiste serait raciste envers une patiente arabe avec des propos du style « Les news m'ont appris que les arabes étaient tous des terroristes, est-ce que tu es une terroriste ?» Ou bien, dans le 14e épisode de la saison 1, mégenrer une patiente trans parce que
Je cite encore une fois, « Je ne me réfère qu'aux faits et sur le papier, tu es né homme ». C'est grave et ça donne une image terrible et fausse de l'autisme. Effectivement, c'est terrible d'entendre ça. Lila, aurais-tu un conseil de série que tu as vu, que tu as aimé, avec cette fois-ci une représentation un peu plus réaliste des personnes autistes ? Effectivement, si vous voulez une bonne représentation de personnages autistes, je recommande le drama coréen Extraordinary Attorney Who, une série qui représente très bien les struggles quotidiens de l'autisme, avec Woo Young-woo, j'espère que je prononce bien, une jeune avocate atteinte du syndrome d'Asperger. Elle possède un QI élevé, une mémoire impressionnante et un processus de pensée très créatif, mais elle a énormément de mal à gérer les interactions quotidiennes a priori simples. Elle a des hyperfixations, comme une passion dévorante pour les baleines, qui l'influence et qui la passionne tout au long de sa journée, et supporte très très mal le contact physique. Notamment une scène où elle mesure et chronomètre le temps où elle tient la main de son petit copain. Donc, voilà. Scène que j'adore. Oui, qui est adorable d'ailleurs. Cette série parle de divers préjugés, notamment que toutes les personnes autistes sont les mêmes, que les personnes autistes sont forcément soit des génies, soit des gens incapables de s'occuper d'eux-mêmes. C'est aussi, à mon sens, la première série qui représente fidèlement comment peut se passer une relation amoureuse avec une personne neurodivergente quand l'autre personne n'est pas neurodivergente. Une très belle série, oui, que j'ai vue et que je conseille aussi beaucoup. Merci Lila pour cette chronique. À quand un film avec des personnes autistes pour jouer les rôles des personnes autistes? Ce serait génial. De retour avec Julie Dachès, docteur en psychologie sociale, conférencière et spécialiste de notre sujet du jour. Pendant les 5 petites minutes qui nous restent, nous allons parler de la création de vos ouvrages que j'ai pu lire pour la préparer cette émission. Donc Dans ta bulle, aux éditions Marabout, sorti en 2018, où vous allez à la rencontre de 4 personnes autistes, Gabrielle, Fanny, Thomas et Pauline, et votre BD, La différence invisible, aux éditions Delcourt, qui a reçu un excellent accueil critique à sa publication en 2016 et qui reste pour moi un des livres de référence. Dans cette BD, le personnage principal s'appelle donc Marguerite, elle a 27 ans et on partage son quotidien et sa découverte de son syndrome d'Asperger et on imagine en tant que lecteur que ce personnage, c'est vous. Alors, comment on choisit ce que l'on met de soi dans un livre, ce que l'on prend d'ailleurs? Quelles a été un peu les coulisses de l'écriture de cette BD? Alors effectivement, La différence invisible, c'est largement autobiographique. Ça retrace mon parcours avant, pendant et après diagnostic. Ça a été un travail de collaboration avec mademoiselle Caroline. Elle y a apporté quelques éléments de fiction. Et aussi, comme elle a ce regard de non-autiste, et au moment d'entamer la BD, elle avait un regard assez naïf, c'était très intéressant parce qu'elle me posait plein de questions pour essayer de creuser certains sujets. Et notamment, c'est elle qui a apporté tout l'aspect de la ritualisation dans la BD dont tu parlais tout à l'heure, de certaines scènes qui se répètent, etc., dans la vie de Marguerite. Donc avec son regard de non-autiste, elle a vraiment contribué, je pense, à rendre cet ouvrage hyper accessible à tous et à toutes. Dans ton autre livre, tu donnes la parole à donc 4 autres personnes autistes, 2 garçons et 2 filles. C'était important pour toi de on va dire, tendre la plume à d'autres personnes pour partager plus d'expériences? Oui, et puis en fait, moi j'aime beaucoup mélanger le savoir expérientiel, donc basé sur l'expérience, et le savoir théorique, le savoir académique. Et là, c'était vraiment l'occasion de le faire parce que dans ce livre, je retrace ma dernière année de thèse et je vais effectivement à la rencontre de ces personnes. Et chaque portrait me donne l'opportunité d'aborder un sujet. Par exemple, l'un d'entre eux, ça va être le monde de l'emploi, l'autre, ça va être plutôt l'autisme au féminin, etc. Donc j'aime bien faire ce mix en fait entre des histoires de vie et ce que dit la littérature scientifique à ce sujet. Je trouve ça hyper riche. Et est-ce qu'il y a un nouveau livre peut-être en projet qu'on pourrait utiliser dans le Labo des Savoirs? Oui, on va recollaborer avec Caroline, ce qui est la source d'une grande joie pour moi. Donc on a signé, ça y est, chez Glénat. Le livre ne va pas sortir tout de suite, ça va être un roman graphique qui sortira a priori début 2027, sur un sujet complètement différent, sur les champignons à psilocybine et sur leurs effets bénéfiques sur la santé mentale et notamment sur la dépression. Et là aussi, c'est un mélange de mon expérience et de littérature scientifique et j'explique comment j'ai soigné ma dépression grâce aux champignons magiques. Un sujet, en fait, la santé mentale et l'autisme qui reste lié, qui est important. La santé mentale, c'est un sujet très important au sein de la population autiste et en fait, il y a beaucoup de co-occurrences avec l'autisme. Ça, j'en ai pas parlé, mais on peut avoir aussi, quand on est autiste, très souvent des problèmes d'épilepsie, des troubles du sommeil, des troubles gastro-intestinaux et aussi très souvent de la dépression et de l'anxiété. Parce qu'être autiste dans un monde de non-autistes, c'est très dur. Et donc oui, la santé mentale, c'est un sujet crucial au sein de la population autiste. Hâte de lire ce roman graphique. On attendra 2027 en tout cas.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à Julie Dachès, docteure en psychologie sociale, spécialiste de l'autisme et ancienne bénévole du Labo des Savoirs, d'avoir répondu à nos questions. Merci Julie. C'est avec grand plaisir. Merci également aux équipes du laboratoire TENS pour nous avoir ouvert leurs portes et à Lila pour sa chronique cinéma. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur lelabodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.